Bien. Bien, mesdames, messieurs, bonjour. Merci de vous être joints à nous pour cette soirée. Je tiens d'abord à saluer, à remercier nos hôtes. Pardon, problème de chat dans la gorge. Monsieur Jacques Roujanski, qui est président du Conseil des industries de confiance et de sécurité. Merci d'être avec nous. Didier Joubert, que j'ai vu, voilà, qui est inspecteur général chargé de mission auprès à la direction centrale de la sécurité publique. Colonel Stéphane Jacques, qui est le directeur du SDIS 52. Colonel Frédéric Goulet, qui est directeur adjoint du SDIS de l'Aube. Capitaine Guillaume Bouquet, qui dirige la caserne des sapeurs-pompiers de Troyes. Éric Châtelon, qui était avec nous tout à l'heure au COPIL aussi, qui est le directeur du département gestion de crise à l'ENSOSP. J'espère que j'écorche pas trop vos titres et qualités. Madame Morel, sénateur, du centre de recherche l'ENSOSP. Je sais que vous avez aussi une autre mission, mais j'ai insuffisamment noté. Monsieur Michel Varal, qui est avec nous ici également, qui est un mécène de l'entreprise Diginex. Je pense que... Ah oui, Eric Wahed, de la société Atos. Comme j'ai pas mes lunettes, je vois pas. Voilà, ici. Et je pense, dites-moi si j'ai oublié de saluer quelqu'un. C'est toujours très embarrassant. Voilà. Donc juste quelques mots d'introduction. Si on se projette au début de l'ère industrielle, on ne va pas remonter plus haut, parce que ce serait compliqué. On a commencé à gérer des usines, des lieux de production. Petit à petit, on s'est rendu compte que ça ne suffisait pas. Il fallait gérer des infrastructures, des routes, des ponts, des ports, des aéroports. Et puis aussi gérer des infrastructures immatérielles, si on veut, par la formation, l'éducation, la formation. Et puis progressivement, on s'est rendu compte que ça ne suffisait pas. Il fallait aussi se rendre compte que l'activité économique, elle pollue. Il fallait s'occuper de la maîtrise et de la prévention de la pollution. Et puis progressivement, on arrive maintenant à de nouveaux objets qu'on veut maîtriser et gérer, notamment les crises. Je vais venir à l'événementiel juste après. Et jusqu'ici, je veux dire, il y a 100 ans, il y avait une inondation, il y avait une inondation. Il y avait une émeute, il y avait une émeute. Il y avait un attentat anarchiste au début du XXe siècle, il y avait un attentat anarchiste. Maintenant, la façon de faire face à la crise a profondément changé, puisque la puissance publique est vue comme devant assurer la sécurité des biens et des personnes de manière permanente, ce qui n'était pas forcément le cas il y a 100 ans. La doctrine de l'État en la matière a beaucoup évolué. Et en fait, non seulement l'attente de la société évolue et attend de l'État ce niveau de protection, mais en plus, structurellement, on voit une évolution de la planète, pour faire simple, qui va conduire structurellement à une augmentation du nombre de crises. La population augmente, la pollution aussi, les ressources naturelles se raréfient. On a structurellement une situation qui va conduire à une augmentation constante des tensions et donc des décharges de tensions sous forme de crise. Donc à la fois on a une société qui va attendre de plus en plus de l'État qu'il la garantisse contre les effets d'une crise, et en même temps on est dans un moment de l'histoire où on va structurellement voir augmenter le nombre de crises. Alors quand vous regardez l'intitulé de la soirée, c'est pas simplement gestion de crise, c'est de la gestion événementielle à la gestion de crise. Alors il y a à ça un lien très logique, puisque un événement, c'est quelque chose, bien sûr, qu'on prévoit, qu'on installe, qu'on gère, qui a un début, qui a une fin, mais qui en tant que tel vient se surrajouter à l'organisation continue de la société, de la ville par exemple. Donc il faut s'assurer à la fois que ça ne va pas déranger le fonctionnement global, sociétal, continu, et en même temps que ça ne contient pas des risques de démarrage de crise. Et c'est là qu'il y a un lien entre les deux. Maîtriser l'événementiel, c'est aussi s'assurer qu'on est capable, tout au long des événements, d'assurer ce que la société attend de l'État en termes de sécurité, et d'être capable de gérer l'événementiel apprend aussi à gérer les situations de crise, à les prévenir, mais aussi à les gérer, puisqu'il y a une continuité
de passage entre l'événementiel et la crise, d'où l'intitulé de cette soirée et l'intitulé également de la chaire qui a été créée avec nos collègues de l'ENSOSP. Alors j'en profite pour remercier l'ENSOSP pour ce formidable partenariat qu'on a avec eux. L'ENSOSP, c'est l'École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers, qui est basée à Aix-en-Provence, et avec laquelle, à parité, on a monté cette chaire de gestion de crise, et dont plusieurs représentants sont avec nous ce soir. Voilà, juste ces quelques petits mots d'introduction pour vous mettre en appétit sur les interventions qui vont suivre. Et je passe maintenant la parole à Madame Morel-Sénator. À vous. Merci, Monsieur le Président. Merci très globalement à l'Université de Technologie de nous accueillir ce soir, et également aux Chevilles Ouvrières, Paul-Henri, Richard, Guillaume de la Tour, et puis naturellement le titulaire de la chaire, le professeur Laclémence, ainsi que nos mécènes qui ont été présentés par le président de l'université. C'est le colonel Bruno Bossé qui devait représenter le directeur de l'ENSOSP et qui devait poursuivre un peu ses propos introductifs, ses propos d'accueil à la suite du président. Il a été retenu parce qu'il doit absolument être à Aix-en-Provence demain, et vous savez que il y a un avis de grève a été lancé par la SNCF à partir de ce soir 7h30, et donc il n'a pu être parmi nous, le colonel Bossé. Donc voilà, je le représente pour ces quelques mots d'accueil et vous dire que alors la gestion de crise à l'ENSOSP, il y a peut-être alors 6 ans, c'est déjà un partenariat avec l'Université de Technologie de Troyes qui a commencé notamment au niveau du master, dont les étudiants sont grandement présents ce soir. Mais c'était à l'origine une personne qui gérait ça, c'était dans la division des formations supérieures. Les attentats, la montée en puissance du terrorisme a mis après en exergue et la difficulté qu'il fallait juguler par le biais notamment de la formation et notamment de l'interservice, voire de l'intersecteur. Et cette montée en puissance a fait que les besoins en termes de gestion de crise, de formation à la gestion de crise, mais aussi de recherche, et particulièrement après les attentats du Bataclan, nous ont poussés à mettre en place et à créer, à recruter, à mettre en place une division qui s'appelle aujourd'hui la division des formations à la gestion de crise, division aussi qui forme également les élus dans ce domaine. Alors, cette montée en puissance, l'idée, c'est vraiment d'aller inscrire dans un cercle vertueux qui lie en fait la formation par la recherche, et puis qu'on réinjecte aussi effectivement dans la formation, avec au passage le retour d'expérience des opérationnels, des gens de terrain. Et ces gens de terrain, si on anime des réseaux dans les territoires, et si effectivement j'évoquais la notion d'interservice, elle peut véritablement se développer. On est allé jusqu'à recruter un policier qui aujourd'hui aussi est en Master 2, le capitaine Leca. Et on va aussi développer un certain nombre à la fois de formations qui concernent un public bientôt aussi différent, notamment au niveau des préfets, mais également décentraliser un maximum les formations de gestion de crise avec des exercices de simulation. Vous dire que dans cette montée en puissance, les outils ont une place importante, et les systèmes d'information qui sont liés également. Donc on a aujourd'hui au niveau de l'ENSOSP presque 100 mètres carrés de plateaux de simulation à la gestion de crise qui ne sont pas équipés pour recueillir des données comme celui qu'on inaugure finalement aujourd'hui à l'Université Technologie de Troyes. Et que ce plateau, il passe d'une centaine de mètres carrés à quasiment 400 mètres carrés sur un plateau de 1000 mètres carrés qui abritera non seulement un plateau de simulation avec des possibilités variables de simulation d'un PC jusqu'à un COD, PC de crise jusqu'à un COD, mais également des salles pour les chercheurs, pour les animateurs de ces formations, et recueillir non seulement les données qui pourront ressurgir, mais ça je vous en parlerai un petit peu plus tout à l'heure,
de ce plateau, mais aussi celui de l'Université de Technologie, et puis d'autres partenaires également qui forment naturellement à la gestion de crise. Donc, cette montée en puissance, elle passe également par des projets communs que nous avons avec l'Université de Technologie 3 depuis longue date, puisque le partenariat, je l'ai dit tout à l'heure, est ancien. Des projets comme le projet Pépite, où peut-être on évoquera aussi le projet Implique, sur comment on peut mieux prendre en compte les initiatives des populations dans la gestion par les pouvoirs publics et privés de la crise. Donc un partenariat effectivement qui se renforce, le développement d'outils avec des perspectives qui vraiment intègrent à la fois la recherche, la formation, les opérationnels, les industriels, et dans un objectif qui finalement répond à celui qu'on recherche tous en tant que citoyens, celui de l'intérêt général et du bien commun. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté pour ces petits propos introductifs, et sans plus tarder, je laisse la parole à Paul-Henri pour l'entrée en matière. Merci Audrey. Donc, bonsoir à tous. Je suis ravi de vous voir réunis ce soir. Donc, à la fois les entreprises mécènes de la chaire, l'ensemble des soutiens qu'on peut avoir pour développer cette activité, également nos étudiants, mais bien sûr l'ensemble des partenaires du territoire qu'on peut avoir, avec notamment le SDIS de l'Aube, le SAMU de l'Aube et tout un tas d'autres partenaires qu'on a à travers les activités qu'on peut développer au quotidien. Moi, je vais avoir le plaisir d'animer une table ronde autour du sujet des industries de sécurité et des entreprises mécènes de la chaire. Et, et les différents intervenants vont vous présenter comment ils sont les acteurs au cœur de l'innovation pour améliorer la sécurité et la gestion des crises. Donc, une très brève introduction. Ce qu'il faut voir actuellement, les industries de sécurité, donc, qui vont venir fournir à la fois des outils technologiques et des services sur cette thématique. Ça rassemble plus de 4000 entreprises, donc c'est un tissu économique qui est fort en France, plus de 130 000 salariés, un chiffre d'affaires qui est autour de 25 milliards d'euros, dont 13 milliards à l'export, et il y a une vraie reconnaissance de l'importance de la France sur ce marché, à la fois en tant que développeur d'outils technologiques au plus près des besoins, mais également en tant qu'équipement en termes de doctrine et d'expertise étatique sur ces sujets. Donc je vais sans plus tarder passer la parole à M. Jacques Roujanski, qui est le délégué général du Conseil des industries de confiance et de sécurité, et qui est l'instance justement qui réunit ces différents industriels pour porter leur voix auprès de l'État et notamment auprès des universités. M. Roujanski. Ok, merci. Voilà, donc je suis Jacques Roujanski, je suis délégué général du Conseil de la confiance des industries de la sécurité. Donc c'est une association qui regroupe des fédérations et des groupements des syndicats industriels. On capte l'essentiel de l'industrie de sécurité en France. Voilà, et on est l'interlocuteur de l'État et des utilisateurs au sein de la filière industrielle de sécurité. Voilà. Donc effectivement, les industriels de sécurité s'intéressent à tous les sujets qui ont été évoqués, mais je vais vous expliquer un petit peu comment on agit collectivement au sein de la filière. Alors cette filière des industries de sécurité, elle a été formellement instituée en 2013. On a créé ce qui s'appelle le COFIS, donc le comité de la filière industrielle de sécurité. Voilà. Donc c'est à l'origine une instance qui est présidée par le Premier ministre avec beaucoup de ministres signataires de la charte et les industriels, les utilisateurs, par exemple des opérateurs d'importance vitale ou l'association des maires de France. L'idée au sein de cette filière, c'est de créer un dialogue entre donc l'État, l'industrie et les utilisateurs pour faire suivre deux méta-objectifs.
Alors, le premier, c'est d'apporter une réponse innovante et adaptée aux besoins. Voilà. Et puis, le deuxième objectif, c'est en fait de soutenir le développement de l'industrie, d'assurer sa compétitivité et puis ses performances à l'exportation. Alors, pour atteindre ces objectifs, en fait, on a développé tout un tas d'outils. Voilà, alors ça peut être des outils en termes de recherche et innovation, en termes de soutien à l'exportation. On a aussi identifié, par exemple, les technologies critiques, hein, celles que l'on doit maîtriser pour assurer la souveraineté. On a aussi identifié des technologies de rupture. Voilà, donc il y a donc un panel d'activités. Donc, en fait, ce qu'on a assez vite vu, c'est que ce travail en horizontal, hein, que des thèmes horizontaux, ça avait tendance à finir par ronronner et finalement ne plus intéresser tellement les acteurs. Voilà. Alors, en fait, à partir d'un certain moment, j'ai personnellement essayé d'orienter l'action vers des verticales. Voilà. Ce qui fait que dans la politique industrielle qu'on a écrite au sein de la filière, on a identifié un certain nombre de sujets sur lesquels on veut agir. Alors, il y en a 3 qui sont des vraies verticales. C'est la cybersécurité et la sécurité des objets connectés. Une deuxième verticale qui est tout ce qui est autour de l'identité et du numérique de confiance. Et une troisième verticale qui est autour de ce qu'on appelle la Safe City et qu'on va appeler différemment maintenant. Voilà. Alors, donc, vous le voyez bien, ça, c'est une façon d'aborder les sujets qui est beaucoup plus concrète, qui permet de rassembler les acteurs. Et en fait, on va aller encore plus loin. Alors, comment est-ce possible? C'est très simple. Bon, en fait, l'État ne voulait plus porter le comité de filière, le COFIS, pour une raison très simple, c'est qu'il existe une structure pour aider les filières industrielles. Ça s'appelle le Conseil national de l'industrie, qui lui-même est présidé par le Premier ministre, mais ensuite les filières, elles, sont présidées, chaque filière est présidée par un industriel. Okay, et on est dans un portage complètement différent. Et l'État nous a dit, bon, le COFIS, tout ce qu'on y fait, c'est bien, mais on veut changer de portage, donc il faut que la filière des industries de sécurité rejoigne le CNI. Et donc le 22 novembre, hein, donc c'est très frais, Bruno Le Maire a indiqué au Premier ministre en plénière du CNI qu'il y avait une 18e filière labellisée. Donc et on crée le comité stratégique de filière industrie de sécurité. Alors, ce qui est très intéressant dans cette nouvelle approche, bon, la première chose, c'est que on va poursuivre tous les groupes de travail qui avaient une action dans le COFIS. Alors, certains ont très bien marché. On a par exemple eu un travail approfondi sur les technologies de rupture, avec un document qui a été dévoilé aux assises de la filière en septembre. On a aussi un travail sur des thèmes prioritaires sur lesquels on va faire des propositions un petit peu significatives à la Commission européenne dans l'année ou les 18 mois qui viennent. Donc ça, c'est des choses qui sont très, très, je dirais, efficaces. On va les poursuivre. On poursuit aussi quelque chose qui est très important, c'est l'analyse des besoins. Mais on demande à ce que ça soit fait différemment parce que, bon, dans le COFIS, on n'était pas très satisfait de la façon dont c'était fait, notamment parce que il y avait des utilisateurs qui travaillaient sur le besoin et puis ensuite, nous, on récupérait le dossier en quelque sorte après, alors que nous, ce qui nous intéresse, c'est de discuter avec les utilisateurs du besoin. Hein, on sait bien, c'est un travail en plateau, c'est beaucoup plus efficace. Voilà. Donc on poursuit les activités COFIS et puis on
on fait ce que tout le monde fait dans les CSF, c'est qu'on on définit des projets structurants. Alors c'est quelque chose de tout à fait différent par rapport à ce qu'on faisait avant. Avant, en fait, la politique industrielle était codéfinie par l'État et l'industrie. Là, c'est tout à fait différent. C'est à l'industrie de dire quels sont les projets majeurs qu'elle a envie de poursuivre. Elle en choisit quelques-uns, vraiment structurants. Okay, et elle dit ensuite qu'est-ce qu'elle attend de l'État pour pouvoir mener à bien ses projets. Alors, un projet, c'est un objectif, un calendrier, des responsables, des livrables, et puis il y a des engagements réciproques de l'État et de l'industrie. Et là, ce qui va être quand même très intéressant, c'est qu'on va pouvoir dire, ben voilà, par exemple, sur l'identité numérique, ce qu'on veut, c'est que l'État mette en place ça, ou homologue des solutions, et ainsi de suite. Donc il y aura des engagements très forts, on l'espère. Alors on s'oriente vers 5 projets structurants. Tout ça est encore en train d'être discuté. Il y en a 2 qui devraient beaucoup intéresser cette assemblée. Hein. Alors vous allez voir lesquels. Donc les projets structurants, c'est un autour de la sécurité des JO, Paris 2024. Un deuxième projet structurant qui découle directement de ce qu'on avait en politique industrielle, c'est la cybersécurité. Un troisième, c'est l'identité numérique et la confiance numérique. Le quatrième, c'est territoire de confiance. Et puis le dernier, ça va être la souveraineté du numérique. Voilà. Dans ce dernier, on trouvera par exemple des choses telles que sécuriser l'IA, enfin des choses assez lourdes. Bien entendu, vous avez compris que ce qui va forcément intéresser les acteurs de la gestion de crise, c'est la sécurité des JO, okay, et les territoires de confiance. Voilà. Alors, sur les JO, on a déjà commencé à agir. Parce qu'en fait, dans le cadre du COFIS, on a identifié ce sujet comme une grande opportunité pour faire avancer nos affaires. Et on a créé un groupe de travail il y a déjà plus de 6 mois, dans lequel on travaille main dans la main avec le coordonnateur national pour la sécurité des Jeux, qui est au ministère de l'Intérieur. On travaille avec la préfecture de police de Paris. On a aussi des liens avec le COJO, la Solidéo et beaucoup d'autres acteurs. Et donc on va dérouler cette action. Donc ce qu'on espère, c'est que on aura, enfin que la sécurité des Jeux sera assurée avec des solutions françaises, qu'on démontrera que ces solutions permettent d'atteindre un niveau de sécurité très élevé et également de suppléer au manque d'effectifs, puisque c'est quelque chose qui est un enseignement de tous les JO précédents, notamment celui de Londres. On espère aussi quelque chose, c'est que à travers les objectifs de sécurité, on puisse faire évoluer les cadres d'emploi. Alors, c'est très simple, si vous voulez, par exemple, on sait déjà faire des choses extraordinaires en matière de vidéosurveillance intelligente, en matière de reconnaissance faciale et de biométrie. Et en fait, aujourd'hui, la législation ne permet pas d'utiliser tout ça. Et on est tous d'accord entre le CNSJ, la plupart des acteurs, des députés, on dit si on n'arrive pas à faire modifier la législation à l'occasion des JO, c'est que vraiment on est des caramels, quoi. Voilà. Donc il y a un gros enjeu là. Ensuite, il y a un autre sujet sur lequel on pense qu'il y a vraiment quelque chose de majeur qui peut se jouer. C'est ce qu'on appelle les territoires de confiance. Bon, on pourrait dire que c'est lié au territoire intelligent, au territoire connecté, à la smart city. En fait, c'est peut-être un peu plus large, mais une chose est sûre, c'est qu'il y a un énorme marché, une énorme attente. Pour l'instant, ce n'est pas encore très matérialisé, mais on sait que c'est la nouvelle étape du numérique. Dans le numérique, si vous voulez, en règle générale, les objets sont... les entités sont connues, on gère des entités, mais avec
les territoires connectés numériques, en fait, on introduit quelque chose qui est essentiel, c'est la géolocalisation. On sait où sont les objets, on sait quelles sont leurs relations les uns avec les autres, mais dans la dimension physique. Okay, et ça va apporter des résultats extraordinaires. Et on sent qu'il y a une très grande appétence de tous les responsables locaux. Ils sentent qu'il y a quelque chose et ils veulent être pionniers dans ces matières. Alors, donc il y a un très gros marché, il faut le faire mûrir. Alors, on ne sait pas encore exactement comment on va structurer ce fameux projet là, parce que il faut que ce soit très concret. On vise des objectifs à 2-3 ans, d'accord. Donc vous voyez, c'est pas évident à bien décrire ce qu'on va faire. En même temps, on se dit qu'il y a des mentalités à faire changer, et on travaille, notamment on a un groupe Europe du COFIS qui va continuer à travailler dans le sein du CSF. Et ce groupe, il cherche à faire des propositions décoiffantes à la Commission européenne pour que le sujet de la sécurité de la ville prenne beaucoup plus d'importance. Voilà. Donc vous voyez, les industriels en fait sont très impliqués parce que eux, bien entendu, ce qu'ils cherchent, c'est à développer leur business, mais ils savent que pour développer le business, il faut également qu'on ait un dialogue étroit avec les utilisateurs, un dialogue étroit avec les futurs acquéreurs, et il y a tout un travail à faire sur l'éclosion de nouveaux concepts, les évolutions de processus, les évolutions réglementaires. Donc on est très engagé là-dedans. Mais alors c'est pas facile du tout. On a un exemple très concret. Alors, dans le cadre du COFIS, on a lancé un certain nombre de démonstrateurs d'envergure. Alors, par exemple, il y a un démonstrateur sur les radiocommunications sécurisées de nouvelle génération. Voilà. On a aussi un démonstrateur sur la vidéosurveillance intelligente. Et puis, on en a lancé un sur le domaine de la Safe City. Alors, c'est quelque chose piloté par Thales. Ça s'appuie sur 2 piliers. Il y a un pilier à la ville de Nice et un pilier sur le quartier d'affaires de la Défense. Alors, pour la ville de Nice, ça marche très bien parce qu'en fait, il y a un seul donneur d'ordre. Okay, en gros, c'est le maire. Hein. Voilà. Il a envie d'avancer sur la sécurité, donc il n'y a aucun souci. Ça avance très bien. Alors, par contre, du côté de la Défense, il y a 5 gros acteurs qui initialement disaient qu'ils étaient tous très intéressés par le sujet, parce qu'ils voyaient bien ce que pouvait apporter le partage des informations, le travail sur des processus communs, tout ça, bon, très bien. Mais ensuite, donc les acteurs, c'est la préfecture, le 92, c'est Unibail, pour les 4 temps, c'est l'établissement public qui gère la défense, et puis c'est la SNCF et la RATP. Et bon, voilà, au moment d'essayer de travailler, on s'aperçoit qu'ils ne sont plus trop d'accord. Parce qu'ils ne veulent pas trop partager les infos, ils veulent bien recevoir, mais ils ne veulent pas en donner. Ils ne veulent pas que le travail gêne leur processus d'expérimentation, d'acquisition interne. Donc, si vous voulez, c'est hyper compliqué. Et on voit bien que sur ces... Et là, on touche vraiment à ces questions, bien entendu, de gestion de crise. Hein. Si on veut faire beaucoup mieux demain, il va falloir réfléchir finalement à qu'est-ce qu'on fait des données, qui a le droit de les utiliser, voilà, les processus, est-ce qu'on reste dans des silos ou est-ce qu'on fait des choses plus intelligentes, okay. Mais pour ça, la première des choses, c'est faire en sorte que les acteurs acceptent de partager, s'ouvrent, qu'ils acceptent aussi de remettre en cause, enfin en question, leur processus, okay, que la technologie, ça soit une occasion de modifier, d'aller vers un optimum global au lieu de faire le petit optimum local en disant moi je vais faire comme avant, la technologie va juste me permettre de faire un petit peu mieux. Ça c'est
C'est la recette pour avoir des très mauvais résultats. Et on espère bien que les acteurs sauront faire mieux que ça. Voilà, j'en ai terminé. Monsieur Roujanski, merci pour cette présentation un peu de ce regroupement de filières sur le sujet de la sécurité. Il faut noter également que derrière, au niveau de l'État, il y a également cette volonté d'avoir en face quelque chose pour répondre à cette demande, avec notamment, pour exemple, la délégation ministérielle aux industries de sécurité et à la lutte contre les cybermenaces. Donc c'est une délégation du ministère de l'Intérieur qui s'est montée en janvier 2017 pour justement avoir en face une première réponse de l'État sur cette thématique. Je vais passer maintenant la parole à monsieur Michel Varal, qui est l'un des fondateurs et directeur de la société Diginext, qui est mécène de la chaire, pour avoir une présentation à la fois de l'entreprise et puis de son investissement dans le domaine de la sécurité. Bonjour à tous. Je suis ravi que vous soyez si nombreux à venir écouter ce sujet, qui est un sujet évidemment très important. Alors, qui je suis? Comme on vient de le dire, j'ai eu l'honneur d'être l'un des 3 fondateurs de Diginext. Diginext, c'est une PME, donc ça va vous changer des chiffres qui ont été annoncés par Jacques Roujanski, puisque le chiffre d'affaires de Diginext, qui est une société qui a une vingtaine d'années, c'est de l'ordre du millième du marché de la sécurité. Donc comme on parlait de 25 milliards, vous saurez faire le calcul, on est plutôt entre 25 et 30 millions. Donc c'est une société qui aujourd'hui fait quand même environ 300 personnes, entre 250 et 300 personnes. Elle a 20 ans et il y a une dizaine d'années, on a décidé, les actionnaires et donc les fondateurs de cette société, de la raccrocher à un groupe plus important, qui reste une ETI, donc une société de taille moyenne en France, qui s'appelle Communication et Systèmes, dont j'ai l'honneur d'animer aussi la direction de la surveillance de zone et de la gestion de crise. Donc vous voyez que je suis un peu au cœur de ces problèmes. Qu'est-ce qu'on fait? C'est un peu compliqué de vous parler d'une petite société qui fait des choses assez précises. Je vais essayer donc de vous illustrer ça par quelques exemples, qui ne sont pas forcément sécurité civile. Qu'est-ce qu'on fait? On fait des équipements qui permettent de certifier les échanges entre les systèmes de contrôle-commande de la défense. Les systèmes de contrôle-commande qui sont en général embarqués sur des mobiles, les mobiles étant des navires, des avions, ça peut être des avions d'armes, mais c'est aussi des avions de guet, comme on dit, c'est-à-dire typiquement des AWACS, j'imagine que donc des avions de type radar, et puis aussi tout un tas de systèmes terrestres, puisque l'armée de terre est également équipée de systèmes de contrôle et de commande. Donc tout ce système correspond à ce qu'on appelle la numérisation du champ de bataille. Et évidemment, vous connaissez tous les grands acteurs de ces systèmes, qui vont de Thales, qu'on a déjà cité, à Naval Group, en passant bien sûr par Dassault et d'autres. Et nous, ce qu'on fait, c'est donc des équipements qui permettent, je le répète, de valider et de certifier les échanges d'informations entre ces systèmes pour qu'ils se parlent. Autrement dit, de quoi s'agit-il? Il s'agit de faire qu'un navire qui a une certaine vision de l'environnement autour de lui, eh bien, ce navire soit capable de transmettre cette vision de l'environnement à un avion ou à un système terrestre, et bien entendu lycée de Versailles, c'est-à-dire que s'il le transmet à un avion, l'avion qui a aussi une certaine vision de l'environnement autour de lui, soit capable de le transmettre au dit navire. Bon, ça c'est une activité importante de tout ce qu'on fait, de nos actions quotidiennes. Aujourd'hui, on est devenu leader mondial de ces systèmes de certification. Après une vingtaine d'années, on exporte. On doit à peu près exporter 50 à 60% de cette activité. Donc ça, c'est une première activité. Une deuxième activité qu'on fait, on est dans les systèmes de transport. Et dans les systèmes de transport, ce qu'on fait, c'est on a une spécialité dans ce qui s'appelle les systèmes d'information voyageurs. Alors, les systèmes d'information voyageurs, à quoi ça sert? Ça sert à donner finalement au voyageur le temps qu'il va mettre ou le temps qu'il a à attendre, et si possible en temps réel, le moyen qu'il va utiliser. Alors vous allez me dire, mais finalement, les systèmes d'information voyageurs, ça n'a pas grand-chose à voir avec les systèmes de défense. Je vais essayer de vous expliquer qu'au fond, ça a quand même quelque chose à voir. Je vais vous prendre un exemple assez simple. Quand vous allez, par exemple, de Paris
Marmande, pour prendre un exemple simple, et que vous avez une rupture de charge, c'est-à-dire que vous changez de moyen de transport, mettons à Bordeaux, parce que quand on va de Paris à Marmande, en général, on passe à Bordeaux. Donc imaginez que vous preniez un TGV, pour faire simple, qui part de Paris, qui arrive à Bordeaux, puis après que vous preniez un bus, évidemment d'une compagnie qui n'est pas la SNCF, ni une filiale de la SNCF, mais enfin disons pas la SNCF pour faire simple, entre Bordeaux et Marmande, il arrive de temps en temps que vous soyez en retard avec le TGV, que vous ayez des problèmes. Et alors si malheureusement vous avez pris le TGV de 20h qui arrive à 22h et que votre dernier bus est à 22h05 ou à 22h10, si vous avez beaucoup de retard, ça va être ennuyeux parce que vous allez rater votre bus et du coup vous allez avoir plein de problèmes. Et ces systèmes d'information voyageurs, ce qui serait bien, et c'est évidemment des sujets qui se développent, c'est qu'eux aussi, ils puissent communiquer entre eux pour s'échanger en temps réel leur information voyageur. Et donc, de telle manière que si jamais le TGV a 30 minutes de retard, et moyennant un certain nombre de modalités, eh bien, le bus à Bordeaux, il soit capable d'attendre les 25 minutes ou les 30 minutes qu'il faut, de telle manière que, évidemment, les voyageurs ne restent pas en rade. Et donc, tout ça pour vous illustrer quoi? Vous illustrer qu'au fond, notre métier, il n'est pas tellement le domaine de la défense ou le domaine du transport ou d'autres domaines. Il est d'abord d'être capable d'assurer l'interopérabilité entre des systèmes d'information. Et ça, c'est un sujet essentiel à l'avenir, y compris de notre point de vue, pour le sujet de la sécurité civile au sens large. Donc, ça, c'est notre ADN. Alors, pourquoi, dans la sécurité civile, parler d'interopérabilité? À notre sens, et là, c'est plus le citoyen et l'homme un peu de réflexion que je suis au sein de CS et de Diginext, pour nous, les enjeux de demain, les défis de demain, c'est faire que les acteurs soient coordonnés, quel que soit leur échelon, sur un territoire. Quand on dit sur un territoire, leur échelon, c'est à la fois sur le plan géographique, mais c'est aussi sur le plan hiérarchique. C'est-à-dire du primo-intervenant, pour faire simple, jusqu'au ministre. Et évidemment, du primo-intervenant jusqu'au ministre, il y a une chaîne. Donc ça, c'est un premier défi essentiel. Puis il y a le deuxième défi, mais qui est un corollaire. Pourquoi vouloir faire ça? C'est tout simplement pour aller plus vite. Et pourquoi aller plus vite? Aller plus vite pour sauver des vies. Et on voit bien que ce n'est pas simple de sauver des vies. Vous savez tous ce qui vient se passer dans l'actualité à Strasbourg, et vous voyez bien que malgré tous les efforts qui sont faits, il est difficile de vouloir attraper quelqu'un qui essaye de se cacher. Donc forcément, le sujet de la rapidité et de l'efficacité est un sujet essentiel. Il y a des tas d'autres points qui rentrent en jeu, mais c'est un sujet très important. Donc, nous, notre point de vue, c'est que, compte tenu de ces défis, un sujet qui va se poser dans le domaine de la sécurité civile au sens large, à la fois dans les services, mais aussi, bien entendu, en interservices, c'est la capacité des systèmes d'information à discuter entre eux. Pour l'instant, Jacques a prononcé un mot très important qui est le mot de silo. Ces systèmes sont silotés. Ils sont partagés qu'à des niveaux très élevés. Ils sont peu partagés à des niveaux bas, sauf par des moyens standards, c'est-à-dire par les moyens grand public. Mais s'agissant d'organisations régaliennes, on peut se poser la question de la justification d'utiliser des moyens standards, c'est-à-dire les réseaux sociaux et un certain nombre d'autres choses, pour partager ces informations. C'est un fait, mais il en faut peut-être d'autres. Voilà, donc ça, c'est ce qui nous anime, et c'est la raison pour laquelle on s'est investi dans la sécurité civile. Alors, avec quel succès? On a eu la chance d'équiper l'ENSOPS avec nos outils de partage d'informations, et j'ajouterais même de partage sélectif d'informations. Donc on a commencé par l'ENSOPS, on a quelques SDIS qui commencent à être équipés, et puis on a aussi quelques acteurs de la police nationale, parce qu'on travaille avec la police nationale, donc on commence à avoir quelques succès. Mais c'est long, et à mon sens c'est trop lent. J'espère que la dynamique va s'accélérer. Et alors, pourquoi on est là et pourquoi on compte sur vous et on a besoin de vous? On a besoin de vous pour que cette dynamique s'accélère. Et on compte sur vous pour aller porter la bonne parole à tous les niveaux, de telle manière que demain ce soit plus rapide et plus efficace.
Alors, on essaye de contribuer comme on peut et le mieux possible, évidemment, en tant que mécène à votre action. Et notre contribution aujourd'hui, c'est tout ce qu'on essaye de vous fournir, c'est-à-dire nos propres outils, pour que vous puissiez les utiliser et avancer dans vos recherches. Merci de votre attention. Monsieur Varal, merci. Je vais passer maintenant la parole à Monsieur Eric Oued d'Atos pour une présentation à la fois de l'entreprise et de la même façon de son investissement dans le champ de la sécurité et de la recherche dans ce domaine. Merci Paul-Henri. Donc merci à tous d'être là. Atos, qui est Atos? Je ne sais pas si vous connaissez. Atos est un ESN, c'est une entreprise de services numériques qui a son siège social à Paris, en région parisienne, à Besançon. On est 123 000 personnes, donc c'est vrai que on est un grand groupe. On est présent dans 73 pays. On a différentes filiales, dont celle que je représente, qui est Big Data and Security. On a à peu près 8000 personnes dans le monde, du rachat de différentes entreprises, Bull par exemple, dont le logo que vous voyez. Notre objectif, c'est de faire des produits, à contrario de l'autre reste du reste du groupe, qui est plutôt des services numériques. L'objectif, c'est d'avoir un équilibre entre les services numériques et aussi les produits. On voit que demain, les services ou je dirais les activités d'ingénierie s'essoufflent et que demain, il y a beaucoup plus de produits qui se créent, des produits divers. Si on regarde le panoplie des produits Big Data, je crois qu'il y a à peu près 4000 ou 5000 sociétés qui sont spécialistes du Big Data, qui traitent différents types de données, qui consolident la donnée. Et l'objectif, c'est un petit peu de rééquilibrer la totalité. Donc pour revenir sur Atos, je représente une entité qui s'appelle Mission Critical System, qui a 3 spécialisations. La première, c'est tout ce qui est centre de commandement et d'intelligence. La deuxième, c'est tout ce qui est lié au système de communication critique. Et la troisième, c'est défense et aérospace. On est aussi acteur et partenaire des Jeux Olympiques depuis à peu près une quinzaine d'années. On fournit l'ensemble des infrastructures IT et de cybersécurité pour protéger un petit peu les Jeux Olympiques. Pour revenir sur la sécurité intérieure ou la sécurité civile, on est partenaire depuis 2016 de la préfecture de police où on est en train de réaliser le projet d'unification des appels d'urgence. L'objectif, c'est d'avoir dans une même salle des policiers, des pompiers et des systèmes de sécurité, d'avoir une plateforme unique, de pouvoir interopérer ou optimiser un petit peu le processus d'appel d'urgence et d'optimiser un petit peu l'interopérabilité entre l'ensemble des partenaires qui peuvent être la SNCF, la RATP, mais aussi le SAMU. On équipe les forces sentinelles sur Paris d'un système de communication critique. C'est un téléphone mobile qui leur permet d'échanger de la donnée en temps réel, mais de la data, de la voix, des images, et l'objectif c'est d'interopérabilité, d'échanger de la donnée pour avoir une vision, je dirais, temps réel de ce qui se passe et de pouvoir remonter l'information au centre de commandement. Ce produit s'appelle Oxylum. Ce que je veux dire, c'est que comme le disait Jacques et le disait Michel, la police, les pompiers et les systèmes de sécurité civile sont assez silotés. L'enjeu, c'est un petit peu d'uniformiser les outils, mais aussi changer les processus. L'intérêt aussi de la chaire, c'est de changer un petit peu les habitudes, d'uniformiser un petit peu les processus pour avoir quelque chose qui est commun. Quand un Atota se produit, je dirais, chaque application ou chaque quantité de sécurité a un outil. C'est vrai qu'on pourrait imaginer que demain, il y aura un outil pour tout le monde, mais après, comment afficher cette donnée? Comment remonter l'information? Demain, il y a des objets connectés et des outils qui vont permettre, on parlait de CCTV, on parle d'énormément de choses. Comment est-ce qu'on va pouvoir traiter toute cette information en court temps, dans un temps réel, et de remonter l'information nécessaire pour les forces, pour qu'elles aient un petit peu la notion ou l'information qui puisse être utile pour eux. On parlait du terroriste qui est en cavale. Comment consolider l'ensemble des informations, que ce soit des aéroports, des gares, des véhicules, pour remonter l'information. Atos investit à peu près 50 millions d'euros par année de R&D et d'innovation, tout domaine confondu. Je ne pourrais pas vous dire le domaine dans le domaine de la sécurité, mais c'est assez énorme. L'objectif, c'est un petit peu révolutionner tous les outils en mettant en place des outils de communication, des systèmes big data, de l'intelligence. Et c'est comme ça un petit peu. Alors, dans le cadre de l'achat de gestion de crise, on a intégré... On devrait mettre à disposition des outils, l'outil GEMA qui est l'outil de gestion d'urgence, l'outil Oxylum pour la partie communication critique,
On vient d'acquérir une société qui s'appelle Airlinks, qui est un petit peu la société qui va révolutionner, ou qui révolutionne, il y a aussi la concurrence, tout ce qui est communication 4G LTE. L'objectif, c'est de donner un petit peu de force sur tout ce qui est transfert de données en 4G LTE. Voilà. Merci Monsieur Awed et à l'ensemble des intervenants. Donc ça vous présente bien, notamment à travers le tissu industriel et les partenaires mécènes de la chaire, l'intérêt pour à la fois le monde de l'université, le monde industriel et les institutionnels dans le champ de la sécurité, de pouvoir partager dans un peu un écosystème privilégié de partenariat, en fait, les différentes problématiques, avec à la fois pour les étudiants cette possibilité-là d'avoir la remontée un peu des contraintes industrielles et de la réalité du terrain, avec l'appui bien sûr des concepts universitaires et de la possibilité, et on le verra juste après à travers la deuxième table ronde et la présentation de la vidéo d'inauguration de la plateforme, de pouvoir simuler un peu l'activité de gestion qu'est la gestion d'une situation de crise, avec l'intérêt de pouvoir avoir des outils qui viennent en appui en fait des éléments, des grands principes qu'on retrouve dans à la fois les retours d'expérience de gestion de crise et enfin, la gestion encore actuelle des crises, c'est la nécessité entre les différents services et les différents acteurs de se représenter collectivement et à un instant T l'information, pour avoir une vision partagée de ce qui se passe, mais également pouvoir discriminer extrêmement rapidement les différentes informations qui remontent. On parle souvent d'info-obésité. Les étudiants qui ont déjà eu à expérimenter les exercices de crise s'en rendent bien compte. Il y a une nécessité à la fois mettre en place des principes de gestion, mais aussi pouvoir manipuler les outils, pouvoir un peu les tester, découvrir leur potentialité, pour justement améliorer ce partage d'informations entre les différents acteurs. Je vais maintenant vous présenter un peu la vidéo de la plateforme. Et oui, bien sûr. Je vais vous laisser la parole à la salle s'il y a des questions sur cette première table ronde. Je vais laisser. Il y a quelqu'un qui souhaite poser une question ? La première est toujours Oui, Stéphane Jacques du SDIS de la Haute-Marne, à Chaumont. A été créée tout récemment une agence du numérique de la sécurité civile, avec pour projet un système de gestion des alertes, système de gestion des opérations dit Nexis. Donc on va en fait constituer une espèce de big data au niveau des interventions. Est-ce que vous pensez qu'on pourra aller jusqu'à de l'analyse des données prédictives ? La question est juste, prédire un incident, je dirais que c'est compliqué. Je dirais qu'on peut analyser des comportements, on peut analyser des choses, on peut voir des choses qui changent chez les gens. On pourrait avoir du prédictif, je dirais, on n'aura pas le Matrix où on verra dans la tête des gens, mais je dirais que des sociétés, les GAFA, connaissent beaucoup plus sur vous qu'on peut se connaître soi-même. Je dirais qu'en corrélant l'ensemble de ces données, ou en essayant de trouver des choses particulières, oui, on pourrait imaginer ou prédire des choses, oui. Écoutez, c'est très simple. On peut prédire les choses à partir du moment où elles sont prédictibles. Et vous ne pourrez pas... donc, lorsque les données permettent de... bon, il y a des polices qui font déjà ça aux États-Unis, à Los Angeles, ok ? Mais qu'est-ce qu'ils font exactement ? C'est très simple. Ils ont du big data. Ils regardent, ils essayent de corréler les événements passés avec la situation telle qu'elle était dans le passé. Alors ils disent, tiens, lorsqu'on a repéré telle chose, après il s'est produit telle autre chose. Et donc on dit, ah ok, quand on a tel signe, ça veut dire que là, il va peut-être y avoir un casse dans les heures ou les jours qui suivent. Et du coup, puisque dans la situation présente, on repère des signes du même genre, on dit, c'est là qu'il faut aller
mettre nos forces plutôt qu'aux endroits où a priori il ne se passera rien. Donc si vous voulez, c'est pas vraiment du prédictif, c'est plutôt vous voyez, de la lecture de situation, on va dire. Hein. Et ça, on peut le faire sur tous les sujets dès lors qu'il y a des corrélations, je dirais, qui existent entre des signaux et des actes. Voilà. Donc pourquoi pas, à condition de ne pas rêver, quoi. Pour le nombre d'incendies. Dans un projet plus récent, il y a le projet avec Etalab, qui est l'agence publique sur l'exploitation des données, avec le projet Préviscourt, si je ne dis pas de bêtises, c'est les 10 de l'Essonne, qui justement a travaillé sur ce sujet-là, de pouvoir avoir un outil. Pour l'instant, c'est encore en phase d'expérimentation, mais d'analyse des grandes quantités, maintenant dans la mesure où toutes les actions généralement de sécurité, que ce soit police, gendarmerie ou pompiers, sont remontées. C'est mis dans les systèmes, ça mouline avec différents types d'algorithmes, et ça permet d'avoir justement cette première exploitation, cette première prédiction d'intervention pour coller par-dessus la réponse opérationnelle. Donc, ça se fait et c'est amené encore plus à se développer. Il y a à la fois l'appui de l'industrie et des universités sur ce sujet. Ouais, alors, je ne vais pas revenir sur le prédictif parce que c'est encore à partir dans un débat, mais simplement aussi si on peut prédire, quid de la responsabilité. Mais ça, c'est un autre débat. Et on est dans un système. Moi, je voudrais poser une question. Alors, une question purement regard décalé. La Banque publique d'investissement. Est-ce qu'elle s'est engagée dans cet effort sur la sécurité vis-à-vis des entreprises? Est-ce qu'il y a un guichet concernant ce genre de... Alors, en fait, c'est pas du tout comme ça que ça marche. Voilà. Alors, en fait, il y a différents guichets ou enveloppes. Donc, il y en a un qui est très connu, c'est le PIA. Et en fait, au début, il y avait des enveloppes réservées par grand domaine. Et tant pour l'aéronautique, tant pour le médical, voilà. Bon, il n'y avait rien pour la sécurité, hein, c'est pour ça qu'on qu'on a réagi, on a créé une filière. Sauf qu'on est arrivé après la bataille parce que, en fait, en cours de route, l'État le CGI, hein, c'est le Commissariat général pour l'investissement, a décidé qu'il n'y aurait plus d'enveloppe par domaine, par filière. Voilà, donc en fait c'est très ouvert. Alors il y a des enveloppes réservées par exemple pour l'université ou pour des actions territoriales, mais il n'y a pas d'argent réservé pour les filières. Et en fait c'est pour ça que on n'a pas vraiment eu satisfaction. Et même c'est pire que ça, hein, on est vraiment très très déçus. Parce que sans qu'il y ait d'enveloppe réservée, lorsque on lance un appel à projet, on peut s'attendre à ce qu'il y ait, comment dire, des résultats pas trop faibles. Et donc on a lancé un appel à projet qui s'appelait le PIAV Sécurité en 2016. Donc en fait on avait très bien fait les choses, il y avait eu tout un travail public-privé sur des feuilles de route, voilà les grands sujets, donc tout ça avait été mis dans l'appel à projet. Il y a eu une dizaine de propositions qui ont été faites. Et puis au total, il n'y a eu que 2 projets qui ont été financés. Et il y a un projet qui était majeur sur l'identité numérique, porté par les 2 plus gros acteurs, hein, qui étaient Idemia et Gemalto, et qui n'a pas pu aller jusqu'au bout parce qu'il y a eu
la BPI n'a pas été assez souple sur les conditions de financement. Donc, il y a plusieurs réponses. C'est d'une part, il n'y a pas d'argent réservé pour aucune filière. Deuxièmement, l'appel sécurité a été très mal loti en termes de résultats. Et troisièmement, un projet particulier qui était très important, l'État, enfin la BPI n'a pas été assez souple pour rendre le soutien de l'État assez attrayant, quoi. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on est très déçus, très déçus, et qu'on espère que le passage du COFIS au CSF, avec la mécanique que je vous ai expliquée, où on va proposer des projets structurants et il y aura une négociation avec l'État sur qu'est-ce qu'il apporte pour que ça réussisse. Alors évidemment, si l'État dit votre projet est très beau, mais moi je ne peux pas m'engager sur ce que vous demandez, on dira ok, on a compris, mais au moins ça sera clair. Voilà. Donc là, on va être plus cash. Bonjour, Yann Bortoluzzi, je suis étudiant en sécurité des systèmes d'information. Je travaillais également pour la gendarmerie. Je vais m'attarder plutôt sur cette deuxième partie. On voit de plus en plus, grâce aux réseaux sociaux, on est parfois informé, avant même un appel 17. Je vais prendre l'exemple de Waze. Bien souvent, on est au courant des accidents sur Waze avant que ça sorte. Les attentats de Strasbourg, on avait déjà les flux Twitter inondés 15 minutes après les attentats. Où on est la recherche, où en sont les industriels sur cette analyse des médias sociaux, sur toute cette masse de données, pour les faire remonter à l'État et aux opérateurs sur le terrain. Merci. Alors, je vais peut-être laisser après la parole aux gens de l'ENSOS, aux gens des... Il y a une règle en France qui dit on ne peut ouvrir un incident qu'à la réception d'un appel. A contrario d'autres pays qui considèrent que quand un événement est créé sur un média social, on peut créer un événement. Donc c'est déjà une règle en France qui doit être changée. Je ne sais pas si les nouvelles réglementations vont le prendre en compte. Cela n'empêche que beaucoup de SDIS, beaucoup d'entités ou de départements à la police nationale ou à la gendarmerie ont monté des équipes qui sont, je dirais, taguées cyber, qui ont pour but de regarder ce qui se passe ou d'informer un petit peu la population. La problématique, c'est un petit peu aussi les ressources, c'est comment traiter toute l'information qui vient des réseaux sociaux, comment savoir qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce qui est faux, et comment apporter, quelle est la meilleure réponse à apporter. Je dirais qu'on est au début de cette guerre de l'information, puisque c'est une guerre de l'information, et je dirais que dans les mois ou années à venir, je pense qu'il y aura un chamboulement pour pouvoir traiter l'ensemble de ces informations en fait. Oui, moi ce que je voudrais ajouter sur le sujet, c'est que pour ce qui concerne la recherche industrielle, il y a beaucoup de PME qui travaillent sur le traitement sémantique du besoin. Aujourd'hui, la recherche sur le web, elle se fait essentiellement par des mots-clés ou des hashtags ou des choses comme ça. C'est-à-dire que concrètement, que ce soit n'importe quel service de sécurité publique, les sapeurs-pompiers, les gendarmes ou la police nationale, ils font beaucoup de recherches comme tout un chacun le ferait finalement, ou comme tout un chacun est capable de le faire assez vite. En revanche, il y a des sociétés qui travaillent beaucoup sur l'analyse sémantique des informations du web, et je crois que là, il y a de vrais succès à attendre demain de l'analyse sémantique. Mais ceci étant, je suis tout à fait d'accord avec Eric, par définition, ça ne fonctionnera que si, et on retrouve ce qu'a dit aussi Jacques Rojanski tout à l'heure, que si la loi change. Parce qu'il y a un phénomène d'entraînement, c'est ce phénomène de dynamique dont je parlais tout à l'heure. Et pour que ce phénomène de dynamique soit plus fort, il me paraît, en tout cas personnellement, impératif que la loi change sur tout un tas de sujets, dont celui-là. Peut-être un dernier point, c'est, on parlait des médias sociaux, Facebook, Twitter, c'est des sociétés privées en fait. Et l'accès à ces données-là sont payantes. Et
tant que ces sociétés commerciales ne changent pas un petit peu leur politique auprès de l'État, je dirais qu'il y aura une complexité aussi pour récupérer cette information. Voilà, alors moi je vais lâcher le mot qu'on ne peut pas ignorer dans une réunion de ce genre. C'est en fait tout ça, ça va beaucoup se nourrir des progrès en intelligence artificielle, parce qu'il y a des choses, cette fameuse analyse sémantique, elle peut être faite avec des règles écrites, et puis elle peut aussi être faite comme ça par des systèmes d'intelligence artificielle qui vont être capables d'analyser tout ce qui passe, et puis après avec des apprentissages assez lourds, en fait, de vérifier, trouver s'il se passe quelque chose, si pour raison X ça paraît être des fake news ou autre. Donc si vous voulez, voilà, je pense qu'il y a énormément de choses qui vont se développer dans les années qui viennent. Alors moi j'ajouterais juste encore une chose, c'est que, je ne sais pas si dans votre propos il y avait le fait que vous trouviez que ça avançait pas assez vite, ou que finalement les forces de sécurité publique étaient d'une certaine manière un peu mal loties, mais si vous réfléchissez à d'autres acteurs comme la RATP ou la SNCF, que je pratique beaucoup puisque c'est mes clients, ils sont tout aussi mal lotis. L'information voyageur, je vous ai dit que nous on était très impliqués dans l'information voyageur. Il est clair que souvent l'information voyageur arrive au PC opérationnel de ces entreprises via l'extérieur et pas via leur propre système. Donc le sujet il est très général et c'est pour ça que je pense que ça va forcément se développer à terme. Je vais compléter avec deux autres éléments, notamment au niveau de la recherche. Il y a un projet de l'Agence nationale de la recherche qui s'appelle Massive, qui est sur l'analyse, l'apport des médias sociaux pour la gestion des citoyens et des volontaires en situation de crise. Donc il y a vraiment un projet de recherche de 3 ans sur cette thématique. Il y a également une association qui s'appelle l'association VISOV, de volontaires internationaux en soutien aux opérations virtuelles, d'ailleurs qui a été fondée par un ancien du master. Et en fait, l'intérêt de cette association-là, c'est de regrouper des bénévoles qui ont quand même déjà une expertise dans le champ de l'utilisation des réseaux sociaux et de la sécurité civile pour venir appuyer en fait, les différentes forces de sécurité dans la discrimination des informations pour pouvoir avoir une sorte de synthèse, de remontée de synthèse quasiment en temps réel quand il se passe un événement. Donc c'est des sujets qui sont extrêmement dynamiques où la recherche, et M. Guillaume Delatour en parlera juste après, sur les projets de recherche qu'a également l'université avec l'école des officiers à travers la recherche gestion de crise. On travaille aussi sur ces thématiques, notamment pour toute la partie remontée d'informations et conduite des opérations de secours, notamment en partie grâce à ces outils. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Juste pour compléter encore sur le sujet Massive, à titre d'information, Diginext est un acteur de Massive, mais non pas pour les aspects de sécurité civile, mais pour les sujets d'information voyageurs dont je parlais il y a quelques instants. Donc, je vais conclure cette table ronde tout d'abord en remerciant les différents intervenants. Et maintenant, je vais vous montrer aussi comment les différentes entreprises mécènes en fait, contribuent et les différentes possibilités qui sont ouvertes au niveau de la chaire, notamment à travers la plateforme Présage. Cette nouvelle plateforme, si on peut lui donner un point de réussite, c'est ça. C'est-à-dire mettre en place des relations informelles et formelles à travers des exercices et à travers une expérience d'exercice. Présage, c'est un lieu où tous les acteurs vont se rencontrer, vont évidemment travailler sur des exercices, en tirer un certain nombre de retours d'expérience, essayer de faire évoluer l'analyse, la recherche, l'opérationnel, le décideur, mais surtout un lieu où on va se connaître. Et un lieu où on va mettre du relationnel. Donc l'objet de la cellule de crise, c'est de mettre en place un dispositif de gestion exceptionnel qui permette à la fois l'information, la coordination des acteurs, l'aide à la décision pour un traitement organisé et efficace de la complexité de l'événement.
que celui-ci soit attendu ou inattendu. Assurer nos missions est évidemment primordial et c'est pour ça que nous devons développer des outils de manière à pouvoir faire face à une situation dite de crise et ainsi passer d'une situation normale à une situation, j'ai envie de dire, de résilience au moyen donc d'une cellule de crise. C'est à la fois un outil de formation parce qu'elle permet d'une part une mise en situation animée à distance par une équipe pédagogique afin de garantir une immersion totale pour les stagiaires, qui leur permet d'être plongés dans la réalité de la gestion d'un événement tel qu'il pourrait être vécu en cellule de crise. Elle permet donc un échange vertueux entre enseignement et recherche. Les simulations générant des données et les nouvelles connaissances générées par la recherche directement transmises dans la formation. Il y a vraiment un travail derrière de préparation par les encadrants et les responsables master. Et en général, ils sont très immersifs, on est vraiment dedans, on ne se rend pas compte qu'on est en exercice limite. Et non, c'est très formateur, on est bien content. Ce qu'il faut voir, c'est que les différents travaux réalisés dans le cadre de cette chaire, elles s'inscrivent dans une perspective de recherche à finalité opérationnelle. La recherche devient un moyen d'action sur les organisations, elle propose des outils et concepts afin de répondre à des défis de société que doivent surmonter ces structures. Et là, c'est un nouvel outil. C'est comment je vais mettre en place des décideurs au milieu des sciences humaines qui garantissent cette continuité d'activité. Comment le décideur va capitaliser une expérience et savoir comment aider la décision grâce à ces sciences humaines. Et c'est ce mélange des deux qui va nous permettre, entre guillemets, de rester dans les sciences de la décision et non pas dans la continuité d'activité qui tuerait totalement le décideur et qui l'engagerait en termes de responsabilité. Et donc c'est ça aussi la sécurité globale, c'est de mettre en confiance tous les partenaires qui travaillent sur un sujet très sensible. Je tiens quand même à vous dire que la responsable est là. Ici, là, dans l'angle. Merci. Je vais maintenant passer la parole à Madame Morel-Sénator pour l'animation de la deuxième table ronde où on va plus particulièrement aborder la partie de l'importance à la fois des différentes formations et de la recherche opérationnelle dans le champ de la sécurité et de la gestion des crises. Comme tu veux, mais j'appelle peut-être les compagnons de table ronde à venir s'installer directement parce que j'ai la lourde charge de faire la modératrice et donc gérer le temps de cette table ronde. Et Paul-Henri, le temps est parti et de combien alors pour cette deuxième table ronde? 45 minutes. On est pas mal. Mettre au milieu comme ça, je vous ferai un petit signe si jamais comme ça. Voilà, on est bien. Bien. Il manque un petit. Si on va avoir un petit chevalet peut-être pour le docteur de la Tour. Alors, le thème de la deuxième table ronde, de la gestion événementielle à la gestion de crise, c'est le thème de notre soirée, de l'importance de la formation et de la recherche opérationnelle. On a parlé de recherche à finalité opérationnelle, peut-être que la cerise serait effectivement la recherche dite opérationnelle. Quand je pense à la recherche opérationnelle, qu'est-ce que ça pourrait être? Alors, on a un certain nombre de chercheurs qui se sont engagés un petit peu plus tard dans la recherche, et notamment dans un doctorat. On en a dans le public et à cette table. Et je pense qu'effectivement, s'engager dans de la recherche au niveau de doctorat pour prendre du recul sur ses propres pratiques professionnelles et puis pouvoir exprimer un besoin de recherche à la fois au monde académique, mais aussi à ceux qui contribuent à l'innovation et donc tout ce qui relève de la recherche et du développement et donc du monde de l'industrie. C'est peut-être ça, la recherche opérationnelle. Alors, quelques mots sur, au-delà de l'objet de cette table ronde, sur l'idée que
la formation et la recherche doivent être intimement liées. C'est un aspect qui ne fait pas débat à l'université. Les formations, l'enseignement se fait en lien avec la recherche. Plus on monte dans les années universitaires, plus on approfondit. Et donc on s'adosse sur des labos de recherche. Les agents qui travaillent dans les universités s'appellent des enseignants-chercheurs. Donc tout est dit. C'est plus un défi dans les écoles qui forment les agents publics, les écoles professionnelles en règle générale, particulièrement, je dirais, concernant les écoles qui forment les agents publics. Et dans les 3 écoles du ministère de l'Intérieur, le défi est relevé. Alors, est-ce qu'il sera complètement satisfait? Nous verrons bien, mais ça fera partie des perspectives. En tout cas, dans les 3 écoles du ministère de l'Intérieur, donc à l'école qui forme les officiers de gendarmerie, les OGN, à l'ENSP, pour la police nationale, et à l'ENSOSP, un centre de recherche s'est créé à peu près, c'est à l'ENSOSP, c'est 4-5 ans. On est à peu près dans ces eaux-là également pour le NSP et les OGN. Parce qu'on a senti le besoin de faire évoluer le contenu des formations par de la recherche. Et naturellement, la recherche, elle se fait surtout dans le monde universitaire. Et c'est pour ça que nos partenariats ont commencé, notamment en tout cas à l'ENSOSP, avec de la formation de haut niveau Master 1, Master 2, des diplômes universitaires également, mais véritablement les relations ont été engagées depuis longue date avec un certain nombre d'universités sur le plan de la formation. Très vite, le besoin d'avoir une entité qui joue l'interface entre le monde universitaire, les opérationnels en formation, mais aussi les territoires, s'est fait sentir. Et ce rôle d'interface, finalement, il se traduit comment? Alors, je vais vous parler un petit peu de l'ENSOSP. Charité bien ordonnée commence par soi-même, et puis je céderai la parole à mes voisins. Elle a commencé par veiller les signaux faibles dans les territoires, par le biais d'animation d'un certain nombre de réseaux métiers dans les services d'incendie et de secours, particulièrement à l'ENSOS, puisqu'on forme les officiers de sapeurs-pompiers principalement. Et cette animation de réseaux métiers, qui suppose de se voir, même si on a des outils effectivement numériques, il y a vraiment le lien de confiance qui se crée quand on se voit, et là, l'utilité du numérique ne fait pas débat. Remonte du coup des besoins qu'on peut traduire dans un colloque, une publication, et c'est vraiment l'interface qu'on joue avec la chaire de recherche sur la gestion de crise au travers de nos publications, au travers de projets de recherche également, puisque nous sommes partenaires aussi dans un certain nombre de projets ANR, et puis également de plus en plus au niveau du programme Horizon 2020. Et puis ça nous permet du coup de pouvoir déterminer scientifiquement le besoin et pouvoir le faire approfondir le cas échéant, soit directement par le biais de bourses doctorales. On a à l'ENSOS 4 bourses doctorales en sciences humaines et sociales, en droit, en sciences éco, en psychologie sociale et en sciences de gestion. Cette démarche SHS étant bientôt complété par un rapprochement avec le centre d'essai et de recherche de l'Entente, qui est un établissement dans le sud de la France, tout près de chez nous, puisque l'ENSOSP est localisé à Aix-en-Provence, qui a une approche beaucoup plus science dure, je dirais, de la recherche, avec un laboratoire qui peut analyser des particules fines, un simulateur important aussi, qui concerne plutôt l'aéronautisme. Et donc vraiment un rapprochement, une complémentarité qui est en train de se mettre en place. L'équipe du CERISC, du Centre d'études et de recherche interdisciplinaire sur la sécurité civile,
doctorants compris. C'est une équipe d'une dizaine de personnes. Je vous parlais du CERN tout à l'heure au niveau de l'entente. C'est une dizaine de personnes aussi. Il y a des cadres, il y a des chercheurs en tant que tels, et puis des gestionnaires de projets. Je pense que dans les autres centres de recherche, puisqu'on se réunit grâce à l'initiative de Patrick Laclémence aussi par rapport à l'ENSP, on se réunit avec les autres centres de recherche 3 fois par an. Donc on est en train de vraiment créer du lien et servir d'interface entre le monde territorial, les primo-intervenants en tant que tels, faire remonter le besoin et le cas échéant, pouvoir lancer, organiser, projeter des projets, le cas échéant financés. Et la chaire fait partie des outils, je dirais, qui nous permet de faire de la recherche à finalité opérationnelle. Alors j'ai évoqué brièvement le plateau technique qui va devenir en réalité, puisqu'on parle de formation et de lien avec la recherche, un centre de simulation à la gestion de crise qui verra le jour au 2e semestre 2020 à Valabre également, à quelques kilomètres vraiment tout proche du pôle pédagogique de l'ENSOSP. Et ce plateau, il aura une superficie, je le disais tout à l'heure, de 400 mètres carrés sur 1000 mètres carrés pour vraiment pouvoir permettre aux chercheurs avec qui l'ENSOSP travaille naturellement, donc les chercheurs de l'UTT, et je dirais aussi accueillir les chercheurs qui travaillent de manière générale dans le domaine de la gestion de crise. Un plateau qui va être équipé pour recueillir un certain nombre de données vidéo, audio, qui vont permettre aux chercheurs d'analyser un certain nombre de comportements, peut-être neuro aussi, avec des casques aussi. On ne s'interdit à rien, en tout cas en termes de projet en ces termes. Là, on travaille justement avec l'UTT et d'autres partenaires aussi pour se mettre d'accord sur un protocole justement de recueil de ces données et pouvoir les partager et justement faire évoluer la recherche en ce sens. Donc voilà, c'est un gros investissement de l'ENSOSP. C'est un investissement financier, 3,8 millions. C'est surtout un investissement aussi, en tout cas, humain. Un investissement humain, puisque je disais tout à l'heure, un service dédié à la formation à la gestion de crise, mais aussi un certain nombre de chercheurs, une bourse doctorale financée effectivement en propre, c'est Markov Jossou qui travaille sur le rôle des services d'incendie et de secours dans la résilience des territoires en travaillant sur la notion de co-construction. Et au-delà de l'outil technique, vraiment mettre en place une synergie entre tous les acteurs, à la fois des territoires, mais aussi du monde universitaire, pour faire évoluer ce domaine de la gestion de crise avec naturellement le monde industriel. Je terminerai par un projet qui a démarré il y a 1 an et demi, qui est financé par l'Union européenne, qui s'appelle FIRE-IN, pour Fire and Innovation Network, qui vise à mettre en lien les praticiens, les chercheurs et les industriels, un réseau de réseaux en quelque sorte, concernant les thématiques principales de la protection civile. Le pendant existe aussi pour tout ce qui relève de la sécurité publique, ordre public, côté ENSP. Voilà. Alors je vais céder tout de suite, et puis je suis prête à répondre à vos questions, observations tout à l'heure, mais je vais peut-être céder la parole tout de suite à Guillaume pour qu'il nous livre un petit peu son actualité et puis qu'on puisse engager la discussion après l'intervention de Didier Joubert. Merci. C'est bon, tout le monde m'entend ? Oui. Guillaume Delatour, moi je suis enseignant-chercheur ici à l'UTT, je suis responsable pédagogique du diplôme d'université, coordinateur de cellules de crise, qu'on en a déjà un petit peu évoqué et dont on reparlera après. En fait, la question qu'Audrey nous pose, c'est quelle peut être la contribution de l'université dans toutes ces questions qui sont avant tout des questions opérationnelles
et en contrepartie évidemment industrielle, comme ça a été très bien soulevé juste avant. Quand on prend un peu de recul, on s'aperçoit que quasiment chaque jour en France, il y a une cellule de crise qui s'active quelque part. Quasiment chaque jour, si vous regardez l'actualité, il n'y a pas un endroit sans que quelqu'un, une autorité, une personne en charge ait activé sa cellule de crise. Alors on a des événements structurants, comme on a parlé des attentats, des gilets jaunes, tout un tas d'événements qui sont majeurs en France, et là où vous dites bien que c'est plus d'une cellule de crise qui s'active, mais c'est aussi des événements très locaux. On peut citer quelques enfants qui vomissent dans une école primaire quelque part, une fuite toxique sur l'industrie du coin, ou alors même on peut imaginer aussi un serveur informatique qui plante la veille des examens dans une université. Et il y a tout un tas de situations locales qui sont des crises locales en fait, mais qui n'impactent pas forcément à d'autres niveaux. Et en fait, on s'aperçoit que en fait, derrière cellule de crise, derrière gestion de crise, ça revêt tout un tas de réalités. On peut se questionner sur cet état de fait. En fait, ça fait pas très longtemps qu'on entend parler de cellules de crise. Ça porte plein de noms. On peut parler de salle de commandement, de poste de commandement opération, de poste de commandement communal, plein de déclinaisons possibles suivant les métiers, les institutions. Et en fait, on s'aperçoit que dans le monde actuel, dans notre société qui est très rapide, très instantanée, ça a été évoqué par notre collègue gendarme qui pourrait venir en discuter avec nous finalement ici aussi. Maintenant, à chaque fois qu'il se passe quelque chose, il y a une pression très très forte, immédiate sur l'autorité, sur le décideur, sur la personne en charge, qu'elle soit publique ou privée, pour répondre face à un événement qui la touche, que ce soit un événement qui soit planifié ou non planifié. Cette pression, elle est très très forte. À chaque fois qu'il se passe quelque chose, mais que fait la police? Où sont les pompiers? Est-ce que quelqu'un a vu le maire? Où est le préfet? Que faites-vous pour traiter les événements? Et donc on s'aperçoit qu'une des réponses maintenant, c'est de dire nous avons activé notre cellule de crise. C'est devenu finalement presque avant tout d'être un acte de gestion, un acte quasiment politique, pour dire ne vous inquiétez pas, nous traitons la situation. Puis on s'aperçoit que c'est aussi un acte de gestion parce que derrière ça, le décideur il aime bien savoir immédiatement ce qui se passe dans une situation où même si les secours sont en silo, et c'est le cas, vous avez raison, mais avec les réseaux tout percole, tout va très vite, et donc il faut avoir une lecture très immédiate, très instantanée. Donc le décideur compte sur sa cellule de crise pour lui construire sa représentation de la situation. Quels sont les enjeux impactés? Et puis il faut coordonner les acteurs, discuter avec les copains d'à côté pour savoir comment on s'organise au mieux dans des situations soit qui nous dépassent, mais dans certains territoires ruraux, il n'en faut pas grand-chose pour être dépassé par la situation. Donc finalement, on ne pense pas cellule de crise dans la gestion de crise sans penser décideur. Et c'est peut-être la première réflexion que je souhaitais partager avec vous, c'est que c'est un couple indissociable. Et bon, je pense qu'il ne faut pas penser l'un sans l'autre. Enfin, chacun fait comme il veut, mais je pense que si vous le faites, vous faites une erreur. Donc la deuxième question, c'est ok, il y a cette cellule de crise, quelle peut être la contribution de l'université pour améliorer son fonctionnement? Au-delà d'être cet acte politique, quasiment politique, on s'aperçoit que dans ces situations exceptionnelles, stressantes, qui ne sont pas celles du quotidien, quand on met 5, 10, 15, 20, voire 30 personnes dans un bocal, dans une salle, et qu'on leur demande de produire des représentations, des résultats, des discours de communication publique pour avoir quelque chose à dire tout de suite alors qu'on ne sait pas encore ce qui se passe, c'est pas quelque chose de naturel. Et des fois ça marche bien et d'autres fois ça marche pas du tout. Et donc derrière cette mécanique de la cellule de crise, un des apports de l'université, ça peut être ça à travers la recherche et la formation. La recherche tout d'abord parce que avec nos modèles d'analyse, on peut contribuer à mieux décortiquer ce qui se passe. Dans une cellule de crise qui est outillée, qui est armée, ou parfois celle qui ne l'est pas. Il y a même des situations où parfois l'événement arrive et on appelle le maire, on lui demande « Avez-vous activé votre cellule de crise ?» Et parfois il y a un grand blanc qui s'installe, donc on s'aperçoit que l'outil, qu'il soit organisationnel, gestionnaire ou technique, des fois n'est pas là. On peut aider pour décortiquer la mécanique, essayer de trouver des modèles d'analyse, voir qu'est-ce qui fait que ça marche bien, qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas derrière cette technologie, mais en fait aussi ce groupe d'hommes à qui on demande de produire des résultats. Et derrière cette notion de compréhension, il s'agit d'expliquer pour améliorer. Donc ça c'est le premier intérêt, proposer des grilles de lecture.
Et pour ça, Paul-Henri avait évoqué plusieurs projets. C'est aussi le but de l'université, c'est de travailler à monter des projets d'ampleur qui, au-delà de la production de connaissances scientifiques, finalement, qui n'intéressent que les scientifiques, il y a aussi la production d'outils, de méthodes, qui soient dispositifs de formation, qui soient utiles pour les praticiens. Alors, je peux évoquer 2 projets, par exemple. On a des projets nationaux. On a un PLIC là, qui vient de démarrer, qui est un projet financé par l'Agence nationale de la recherche qui travaille à mieux comprendre le comportement des populations en situation de crise ou de catastrophe et à réfléchir à comment on capitalise ces connaissances et on les intègre en temps réel dans la conduite des opérations. Donc, et avant d'avoir les outils technologiques pour le faire, il faut déjà avoir la grille de lecture pour se dire c'est quoi un comportement, c'est quoi une population. Et puis on a des projets un peu moins dimensionnants, mais par exemple, dans les territoires ruraux, on s'intéresse à comment on peut outiller concrètement, véritablement, directement des élus pour les aider à mieux gérer, mieux comprendre ce qui se passe. Donc l'idée c'est d'intervenir et de travailler avec les praticiens sur différents niveaux de projets de recherche. La deuxième contribution de l'université, c'est la formation, évidemment. Et celle à laquelle tout le monde pense, c'est licence, master, doctorat. L'université, c'est son job, on forme des étudiants en licence, en master, en doctorat. On a à l'UTT un master en sécurité globale avec des cursus assez lourds, gestion de crise. Donc, tout que ça intéresse, Paul-Henri distribuera les formulaires d'inscription à la fin. Pour répondre à ce besoin de formation qui est prégnant, parce que derrière chaque cellule de crise, après chaque passage en cellule de crise, il y a un besoin de formation qui s'exprime. Je suis passé dans la lessiveuse, comment je peux me former un peu mieux pour que la prochaine fois je sois moins débordé, plus efficace. Donc la première échelle, c'est ces niveaux de certification qui sont quand même assez lourds. Hein. Passer un master quand on est professionnel, c'est pas simple. C'est aussi la volonté de l'université, c'est de développer des cursus de formation, des modalités qui s'adaptent aux besoins, à tous les besoins qui peuvent s'exprimer. C'est pour ça qu'avec l'école des officiers, par exemple, on a développé des modules de formation, de sensibilisation d'une demi-journée pour les élus. Ils n'ont pas de temps, ils n'ont pas de moyens, c'est pas grave, on va essayer de trouver une modalité qui leur permette de discuter de ces sujets-là. Et un troisième étage de la fusée, c'est le diplôme d'université dont on parlait tout à l'heure. Où là, l'idée, c'est de former sur une fonction spécifique de la cellule de crise, qui est le coordinateur, en se disant que de toute façon, le jour où l'événement se passera, on n'aura jamais la liste des personnes qui sont dans l'annuaire et qu'on n'arrivera pas à atteindre. Donc, soyons un peu stratégiques et formons le manager de cette cellule qui parlera directement au décideur et qui fera avec les personnes qu'il a autour de lui. Et ça, on le fait sur un temps assez court, hein, c'est 10 jours, c'est 2 fois 5 jours. L'idée, c'est que ça s'adapte aux activités des professionnels. Et ça se fait en alternance. L'idée, c'est de pouvoir le faire en parallèle d'une activité professionnelle et de ne pas avoir à choisir entre est-ce que je continue de travailler ou est-ce que je me forme. Donc, construire des dispositifs de formation qui s'adaptent aux modalités. Et la deuxième chose, c'est de construire des dispositifs de formation qui, à mon sens, intègrent de la simulation. Un événement qui soit planifié ou non, hein, un accident, une manifestation, généralement, ce sont des situations qui sortent du quotidien. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on parle de crise. C'est avant tout des modes de gestion qui ne sont pas habituels. Et donc, pouvoir toucher du doigt cette ambiance, cette situation, ça passe, à mon sens, de manière importante par la mise en situation. C'est pour ça que dans les dispositifs qui sont développés à l'université ou à l'école des officiers, mais à la gendarmerie c'est aussi le cas, dans la police c'est aussi le cas, on appuie fortement sur les exercices de simulation pour permettre aux personnes qui peut-être vivront jamais de crise de leur vie, peut-être qu'ils vont en vivre une dans toute leur vie. Alors, bon, je leur souhaite d'en vivre le moins possible, mais ça leur permet de, après 3 passages, 4 passages, 5 passages, d'avoir quand même des repères sur ce que peut être une situation qui n'est pas celle du quotidien. Donc plusieurs modalités et de la simulation sont à mon sens 2 leviers de formation importants. Et donc il y a un cercle vertueux entre ces 2 aspects. Les modèles d'analyse, les connaissances que l'on développe dans la recherche, on essaye de les investir directement dans la formation. Et à contrario, tout le retour que l'on a en formation en termes de données ou de discussion, ça nous alimente directement dans la recherche. C'est assez simple parce que ce sont des sujets de terrain, ce sont des sujets opérationnels. Donc il y a quand même, à mon sens, une pertinence à travers ces
ces deux missions et ces deux modes de fonctionnement de l'université. Et Présage, en fait, la plateforme qui vous a été présentée, c'est un outil. C'est un outil pour faire cela, un outil de simulation et un outil de recueil de données. Je terminerai par ce qu'a évoqué Audrey. Ça fonctionne si on le fait ensemble. On pourrait tout à fait le faire. Moi, je peux très bien le faire dans mon bureau tout seul. Il y a, à mon avis, peu d'intérêt pour vous, peu d'intérêt pour nous. Ça fonctionne parce que dès le départ, dès qu'on a l'intuition de recherche, on rassemble industriels, praticiens et chercheurs. On co-construit et on essaye de co-construire du début à la fin. Alors au début, on a tous de belles ambitions, après on se frite un peu parce qu'on n'est pas d'accord, mais ça c'est l'objet du projet. Mais l'idée c'est, à travers ces différents projets de recherche que j'ai évoqués, à chaque fois il y a un industriel et puis un ou plusieurs industriels et des praticiens, c'est de s'assurer que notre production de connaissances elle soit solide, parce que c'est une des missions premières de l'université, et de s'assurer que notre production elle soit utile. Parce que c'est tout l'intérêt de la recherche à finalité opérationnelle. Merci. Merci d'avoir effectivement soulevé à la fois que c'était mieux de jouer effectivement à plusieurs, et puis comme je vois des officiers, puis mes collègues officiers de l'ENSOS n'hésitent pas à prendre la parole pour compléter aussi sur le champ des formations et celles qui sont en devenir. Du besoin qu'on a aussi de cette remontée d'informations qu'on évoquait tout à l'heure, mais aussi pour la recherche à finalité opérationnelle. Qu'en est-il alors au niveau de la police nationale, s'il vous plaît, Monsieur Joubert? Bonsoir à tous. Juste quelques mots peut-être rapides pour laisser le maximum de temps éventuellement aux questions et puis à des exemples concrets, puisque Guillaume le disait, la formation ça passe par l'exemple et c'est quelque chose de vraiment capital. Juste pour dire deux mots, expliquer que je suis un hybride aussi, puisque j'ai fait à la fois de la recherche, je fais un petit peu de recherche. Je suis aussi un petit peu opérationnel et policier qui continue à travailler normalement, tout en aidant également le centre de recherche de l'ENSP, dont je vais reparler dans quelques instants. Mais entre 2012 et 2015, j'ai fait beaucoup de va-et-vient à la SIC Beauvau entre les salles situation, décision, communication, anticipation. Pour simplifier, du G20 à Nice, qui était l'inauguration de la SIC Beauvau sous la salle des fêtes, jusqu'à Charlie Hebdo, et je n'aurais jamais pensé qu'on se servirait autant de cette salle de gestion de crise, malheureusement. Vous la voyez tout le temps, elle était encore sur vos écrans de télévision hier et aujourd'hui. Il est arrivé à temps, il est presque arrivé tard, mais non, c'est un équipement qui malheureusement devient très rodé. Et des fois, la multiplication des salles dont je vous ai parlé, situation, décision, communication ou bien anticipation, ne suffisent pas. Et on utilise aussi, vous l'avez entendu à une époque également au-dessus, la salle du fumoir. Parce qu'on a aussi besoin de temps en temps d'être un petit peu à l'écart. Et je ne pensais vraiment pas que ça servirait autant, ce qui explique également tout l'intérêt des formations qui sont proposées et des formations à la gestion de crise, à ces tables autour desquelles on se réunit à plusieurs pour travailler. Dans ce cadre-là, ça a été évoqué, il y a un travail important à faire et une plus-value extrêmement importante à travailler davantage de façon transversale, y compris en associant l'université. J'en donnerai quelques exemples rapides. Et simplement pour préciser qu'au niveau de l'école nationale supérieure de la police nationale, effectivement, nous avons un centre de recherche, nous avons également un réseau des docteurs, et nous accompagnons de façon très concrète aussi un certain nombre de doctorants, mais en employant le vocable de recherche opérationnelle, on essaye de coller de plus en plus à l'événement, et que ces formateurs et ces chercheurs formateurs, soient vraiment intégrés. J'en veux pour preuve qu'il y a 15 jours, un doctorant a soutenu sa thèse à Lyon, qui portait sur les risques psychosociaux. Il a tenté si bien soutenu sa thèse et engagé ses travaux qu'il est désormais
embauché par le NSP et qui continuera à être formateur pour le NSP dans ce domaine particulier qui est très important pour nous pour le management des services, et puis l'une des réponses à la problématique que nous connaissons, notamment sur les suicides dans notre institution. Mais c'est vraiment là aussi de la recherche très concrète. Et le chercheur, il travaille, et le chercheur, après, on l'embauche, et après, le chercheur, il travaille pour nous. Donc c'est vraiment de la recherche opérationnelle, et le chercheur a une place, et la recherche au sens large a une place prépondérante, notamment dans le cadre des stratégies locales. Alors je vais le décrire en 2 temps, mais ça c'est un petit défaut de juriste, pardon. Et il y aura très concrètement, pour dire que la recherche opérationnelle, aujourd'hui, en tout cas, elle est déjà, elle nourrit déjà et elle alimente les politiques publiques de sécurité. Et puis on verra également que, au-delà de la recherche opérationnelle, je m'attache, et nous nous attachons avec un certain nombre de personnes à faire mieux ou plus, je ne sais pas comment il faut dire, mais au-delà de la recherche opérationnelle, faire donc de la recherche impliquée, et vraiment du work in progress, comme on dirait en parfait français. Et ça c'est quelque chose d'important. Dans le cadre, simplement pour illustrer la recherche opérationnelle, c'est par exemple la recherche opérationnelle qui est capable de nourrir les réflexions et les politiques de sécurité publique, notamment sur l'importance du renseignement. Et ça, c'est quelque chose qui est concrètement également un acquis de la recherche et des retours d'expérience postérieurs aux attentats du World Trade Center, et l'intrication du renseignement et de la recherche du renseignement d'ailleurs avec les enseignements et le travail particulier de police traditionnelle, je veux dire, c'est bien quelque chose qui répond à l'une des menaces actuelles, qui est l'hybridation des formes de la criminalité, dont on a malheureusement des exemples assez dramatiques encore dans les jours qui viennent de se passer. Ça, c'est un travail concret, par exemple, qui s'est traduit pour nous dans le cadre d'un projet ANR, qui a été donc financé sur des fonds. Et dans le cadre de ce travail, de ce financement ANR, on a conduit et nourrit une politique de sécurité globale qui prend en compte de façon la moins mauvaise possible le renseignement parce qu'il y a hybridation des cultures criminelles. L'effort, il est intellectuellement, j'allais dire, relativement facile. On y est prêt, on y est associé. Des fois, on est près de court. Et je donne un exemple des fois d'insuffisance, je veux dire d'anticipation. Je vais parler 30 secondes ou 2 minutes des drones. Je ne sais pas si vous vous remettez dans une situation de l'ordre de 2015 où le drone surgit au-dessus de Madame Merkel, et puis après ça devient une menace qui inquiète tout le monde, mais une menace à laquelle il n'y avait pas de réponse pratique pour faire de la lutte anti-drogue. Et il a fallu trouver dans l'urgence des solutions pour le 14 juillet et la préfecture de police pour avoir un outil anti-drone d'un seul coup. Mais personne ne l'avait trop vu venir, et il n'y avait rien ni sur le marché, ni prêt dans la recherche. Et on a objectivement et de façon très positive bricolé 2 outils qui ont fonctionné, mais c'était quelque chose vraiment de bricoler dans l'urgence, parce qu'il n'y avait pas eu d'anticipation suffisante. Alors des fois, le bricolage peut être positif, on n'en est plus là aujourd'hui, mais c'était pour montrer simplement qu'on est pris de court. Et une façon de ne pas être pris de court, c'est éventuellement, au-delà de faire de la recherche opérationnelle, donc effectivement, on a toujours envie que cette recherche verse dans l'action concrète des opérationnels, c'est peut-être de faire de la recherche impliquée, c'est-à-dire de faire de la recherche et de la formation en même temps, et qu'on mêle davantage chercheurs et opérationnels, formateurs, professionnels également, pour pouvoir traduire de façon plus concrète les besoins précis. Et ça, la recherche est nécessaire dans ce sens-là, puisque, comme ça a été clairement sous-entendu par ce que disait Guillaume à l'instant, on ne peut pas identifier les besoins si on ne comprend pas bien les phénomènes.
Donc ça, c'est un travail de recherche. Comprendre. Et on ne pourra pas non plus comprendre de façon... on ne pourra pas après anticiper de façon satisfaisante si on ne peut pas comprendre, si on n'a pas compris comment les phénomènes fonctionnent. Alors, pour l'instant, je n'ai pas vu par exemple, de boule de cristal qui nous permettrait, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, mon colonel, de la prédictivité. Par contre, il y a un certain nombre de modélisations qui sont possibles et qui permettent au moins d'anticiper. Et on peut anticiper, et je dirais même plus, on doit anticiper. Et si on n'a pas choisi le bon scénario, c'est pas grave, du moment que dans les cartes que l'on a dans le jeu, on a un scénario qui répond à la situation. Et donc, peut-être pas la situation à tout coup, et la boule de cristal, mais l'anticipation, elle est objectivement possible dans un certain nombre de situations, à la fois pour prévenir peut-être, mais éventuellement l'anticipation pour le curatif également, ou pour la gestion de crise, comme le propose ici l'Université de technologie de Troyes. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important, et je pense que la recherche que moi j'appelle recherche impliquée, parce que je veux vraiment que l'on accueille le chercheur dans nos équipes, c'est quelque chose qui doit pouvoir fonctionner, et que l'on s'efforce de conjuguer, alors dans différents projets que l'on conduit dans le cadre du ministère de l'Intérieur, avec souvent une des problématiques qui a été évoquée, qui est celle du temps. Puisque moi, je veux de la recherche quasiment en temps réel, parce que, tant qu'à faire, on peut être gourmand. Moi, ça ne me coûte rien d'être très gourmand. Et donc, là, il y a une problématique, effectivement, du temps. La conjugaison du temps de la recherche, si tant est qu'on a bien identifié les besoins, et puis de la bascule dans l'opérationnel, ça, c'est quelque chose de délicat. Et donc des fois du retard simplement dans un certain nombre de projets, surtout lorsque les projets sont longs. Alors il y a une solution qui a cours au sein du ministère de l'Intérieur, qui est un certain nombre de projets de recherche courts qui sont financés par le secrétariat général du ministère de l'Intérieur, donc des projets de 6 mois à 1 an, mais même des projets de 6 mois à 1 an, pour peu qu'il y ait des interruptions liées à telle ou telle parenthèse festive ou parenthèse dramatique, vous prenez 3 mois et vous n'avez toujours pas le produit que vous attendez. Sachant que le produit, c'est des outils ou c'est éventuellement également de la méthode. Et ça peut être également aussi bien de la technologie que des SHS. Ça c'est très clair. Et puis éventuellement du droit et puis de l'éthique pour pouvoir faire fonctionner ou faire évoluer. Vous l'avez fait des appels à la modification du droit tout à l'heure, assez insistant. Mais ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut également anticiper. Et on l'anticipera mieux si on le fait effectivement avec des chercheurs. Alors simplement pour terminer, je voudrais juste dire que, par exemple, j'ai 2 envies très très concrètes en tant que flic. C'est sur la gestion des périmètres, et ça a été un petit peu évoqué tout à l'heure, parce que ça économise du nombre de policiers ou de forces de sécurité au sens large. Et puis également, ce qui m'intéresse aussi, c'est la géolocalisation en temps réel de tous les objets connectés. Alors ça serait assez formidable aussi, si tant est qu'on puisse le faire et que l'on ait l'autorisation de le faire. Voilà. Les débats montrent bien que technique et donc plutôt sciences dures effectivement et sciences humaines et sociales, et notamment juridiques, parce que j'ai oublié de me présenter, mais voilà, 2 juristes effectivement l'un à côté de l'autre, puisque je suis docteur en droit public et que j'ai la chance de travailler pour l'École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers depuis une dizaine d'années, mais je ne suis pas moi-même officier. La parole peut-être est à la salle en cette heure tardive, n'hésitez pas, profitez-en. Oui. Vous avez la voix qui part. Si on veut pouvoir la poser, il a une voix glissante. Oui, Sur la question de l'institution, on est toujours en
pourquoi suivre au jour le jour l'évolution technologique, simuler des interventions, etc. Voilà, et pouvoir apporter une intervention. Pourquoi je suis toujours dans une situation d'attente par rapport à ça? Pourquoi je ne suis pas toujours en veille? Les drones, ils ont existé, pourquoi on ne s'est pas intéressé à ça en se disant ça va devenir malveillant un jour? Et j'attends. Pourquoi cette difficulté de réactivité? Et c'est pas la couleur de la machine, je pense que se situe ailleurs. Merci Olivier. Vous avez la parole. On a d'autres philosophes parmi nous, peut-être, pour apporter des éléments de réponse. En tout cas, par rapport au droit, soit il veut impacter les comportements, et là, effectivement, c'est peut-être plutôt le droit fiscal, et on voit ce que ça peut donner, qui peut faire réagir dans un sens ou dans un autre. Mais bien souvent, le droit, en règle générale, a un temps de retard par rapport aux événements. Mais tu veux peut-être rajouter quelque chose? Guillaume. Je ne vais pas répondre au titre des institutions. Mais pour la recherche, est-ce qu'on est en retard sur les choses qu'on observe? D'une certaine manière, forcément un petit peu, même si à l'université, on essaye surtout d'être en avance sur ce qu'on pourrait observer. Après, par exemple, à l'UTT, puisque tu parles des drones, on travaille sur les drones aussi. À les développer technologiquement. Après, bienveillant, malveillant, c'est peut-être une question d'utilisation et de plein de vue. Donc après, il y a d'autres cadres éthiques, juridiques, mais enfin, voilà, sur la... Pourquoi est-ce que les institutions sont en retard si c'est ta question. Ouais. Il me vient une idée. Vous parliez de territoires de confiance, où c'est vrai qu'on voit certains territoires, certaines collectivités qui sentent un petit peu la menace, le risque ou la menace, et donc investissent et se rapprochent plus rapidement du monde industriel notamment. Et là, pour que le coup, la Constitution le permet. L'expérimentation, peut-être on ne l'embrasse pas assez, mais en sciences administratives, en tout cas, les collectivités territoriales, et puis on est proche du Grand Est, mais l'Alsace, la Lorraine aussi, l'intercommunalité, par exemple, elle vient d'une expérimentation en tant que telle de certaines communes. Et c'est vrai qu'en sciences administratives, on observe vraiment que les territoires expérimentent, font remonter, ne demandent pas nécessairement l'autorisation. Et puis après, effectivement, le droit suit, les services d'incendie et de secours, la départementalisation, c'était ça avant la loi de 96. C'est peut-être une voie, mais on revient quand même à cette idée de territoire, plus que de bassin du reste, ces derniers temps. Je voudrais juste ajouter un mot en disant que de temps en temps, les opérationnels purs, ou à une époque, on peut dire ça comme ça, il y a des choses qu'on ne veut pas forcément entendre, et puis on ne fait pas forcément confiance aux intellectuels. Dangereux, les intellectuels, ça pense. Et des fois ça pense bien, mais si on n'a pas l'habitude de les écouter, de vouloir, et si on ne veut pas les écouter, ça pose un problème. Je vais vous donner un exemple très précis tiré de l'actualité, et ce qui me permettra de rendre hommage à une collègue. Cette semaine, une collègue s'est éteinte, elle s'appelait Lucienne Buitrong. Elle a travaillé il y a très longtemps sur un certain nombre de sujets, dont des sujets qui m'intéressent beaucoup au titre de mes propres recherches. Elle travaillait sur les émeutes urbaines. Elle a dit tout un tas de choses. Elle a dit, comme d'autres collègues, un certain nombre de choses sur les risques liés à un certain nombre de populations que l'on entassait dans des quartiers. Elle a dit ça de façon très claire, de la même façon qu'un certain nombre d'autres intellectuels très importants et qui étaient des enseignants universitaires à l'école des hautes études en sciences sociales l'ont dit également. On n'a pas forcément voulu les entendre parce qu'il fallait traiter le problème et qu'on ne savait peut-être pas par quel bout le prendre. Mais les problèmes qui ont été évoqués à 30 ans par ces collègues ou ces autres intellectuels n'ont pas été entendus. Ils étaient pourtant, à mon sens, déjà compris. Ils n'ont pas été entendus. Mais il y a 30 ans, il n'y avait pas de dialogue, sauf, j'allais dire, exception qu'il faudrait pointer une par une, mais il n'y avait pas non plus de dialogue entre les intellectuels et la police, il n'y avait pas de dialogue entre l'université
et des opérationnels des forces de l'ordre. C'était inimaginable intellectuellement. Alors, de ce côté-là, on a progressé. Mais je pense que le progrès principal, là, il n'est pas lié aux capacités d'eux ou à l'incapacité d'eux, c'est simplement que les gens n'étaient pas autour de la même table et ne parlaient pas ensemble. Et c'est pour ça que je parle même, je veux aller presque au-delà de recherche opérationnelle en disant on fait de la recherche impliquée, c'est-à-dire que vraiment il faut que le chercheur soit dans les équipes et dans le travail en train de se faire. Alors par exemple, ça veut dire qu'il ne le sait pas encore, mais je vais demander à Guillaume de participer à un groupe de travail qui va traiter de l'évaluation de certaines politiques publiques dans les quartiers, avec 2 autres universitaires qui eux sont déjà au courant, mais lui n'était pas, je ne l'avais pas encore croisé. Hein, mais concrètement, c'est ça le sujet. C'est d'oser aussi à un certain moment. Après, les décisions sont prises ou pas prises, c'est déjà un autre sujet. Mais déjà, si on est en situation effectivement de mettre les gens dans le même pot, on va pouvoir avancer un peu plus vite. Mais je ne pense pas que c'était un sujet d'incapacité ou d'aveuglement. Il y a des gens qui étaient très lucides il y a 30 ans sur un certain nombre d'évolutions. Je donnerai un dernier exemple tiré du même type de sujet. On a accusé à un moment le syndicat des commissaires de police d'avoir inventé les violences urbaines. On a inventé, un secrétaire général d'un syndicat de policiers, d'avoir inventé le concept de violence urbaine. On ne les a pas inventées. Elles existent et ça fait un moment. Merci. On va clôturer. Merci beaucoup. Merci. Professeur, la Clémence va conclure. Merci. Oui. Je vais essayer de monter parce que je veux voir tout le monde quand même, parce que vous êtes en hauteur tous. Je vais conclure cette petite soirée. D'abord en remerciant les intervenants et d'avoir accepté de venir jusqu'à 3. C'est pas si loin, mais il faut venir. Surtout que le lendemain, il y a la grève des trains. Donc le public, d'avoir écouté patiemment. Paul-Henri, d'avoir organisé cette soirée. Hein. Merci Paul-Henri. Et puis Guillaume, d'avoir assuré aussi avec Audrey. Alors moi, je vais me poser une question. Très rapidement, hein, parce qu'il y a un pot qui est prévu après. Donc, cellules de crise. Bon, alors, quand on parle de cellules de crise, c'est pas vendeur. On met les gens plutôt en retrait et on se demande si vraiment ils vont nous suivre, quoi. Cellules de crise. Et la question, c'est de savoir, en fait, si on n'a pas une crise de confiance, une crise d'angoisse ou une crise de la continuité, en fait. La question, elle est là. Quand on dit cellule de crise, est-ce qu'on n'est pas plutôt dans un système où on est en angoisse, en confiance et en continuité? Crise d'angoisse parce qu'on voit bien depuis que le terrorisme a quand même explosé, hein, et je me rappelle en 85, 86, 87 avec le hooliganisme, quand on a commencé à mettre la vidéosurveillance dans les stades, on voyait bien qu'on voulait en permanence sécuriser. Donc on changeait complètement de spectre. On passait du risque à la menace. Et la menace basée sur l'angoisse, bien sûr. Et cette première crise, c'est celle de l'angoisse, celle de la mise en place d'une continuité. Et on voit bien que la rupture est difficile dans ce cas-là. Crise de confiance, parce que quand je regarde, 4 milliards de passagers en 2017 dans les avions, plus de la moitié de la planète, 700 000 voyageurs jour à la gare du Nord, la plus grande gare d'Europe. Ça marche bien, le système. Il marche très bien. De quoi on se plaint? Mais de quoi on se plaint? Ah ben, on va se plaindre de l'anonymat collectif. Plus personne n'a confiance en personne. Je suis pressé de rentrer chez moi, je rentre sur mon Internet et je vois qui je suis à travers Internet et comment je vais me promener à travers la planète. Crise de confiance à celui qui est à côté de vous. Et enfin, crise de la continuité, pourquoi? Intelligence artificielle, vous êtes au cœur de l'intelligence artificielle ici. On est prêt à vous faire tout. Demain, vous ne déciderez de plus rien. Vous n'aurez plus qu'à vous mettre dans un système, je vois Nada qui réagit, vous n'aurez plus qu'à vous mettre dans un système téléguidé, télécommandé, etc., etc. Et puis à partir de là, vous laissez aller.
On est vraiment dans une crise de la continuité. Alors à côté de ça, on va mettre des cellules de crise, j'entendais tout à l'heure, on va se rassurer, on va mettre des cellules de crise. Les autorités sont là, donc il n'y a pas de problème, elles vont arriver. Les industriels vont nous préparer des maquettages, etc., etc. Tout va pour le mieux. Mais on oublie qu'une chose, c'est que la cellule de crise, elle sert à une chose. C'est pour ça qu'on l'a sous-titré, la cellule de crise, à 3. Un engagement de proximité. Parce qu'on sait très bien que quand on redescend au plus profond de la crise, ce n'est pas l'intelligence artificielle, dont je ne connais pas la définition d'ailleurs, il faudrait me l'expliquer, mais c'est la compassion pour l'autre. Et tout d'un coup, l'anonymat collectif s'écrase. On redevient humain. Non seulement on redevient humain, mais les professionnels qui agissent au cœur de cette humanité agissent la plupart du temps avec des modes opératoires, mais d'une manière intuitive. Car on sait bien que les 2, 3, 4 premières minutes après la rupture, eh bien c'est le plus gros bénéfice qu'on ait. C'est pour ça que la recherche à finalité opérationnelle prend du sens. Parce qu'on recreuse dans ce qu'on peut avoir comme intuitif professionnel pour garder au cœur du système la décision humaine. Car demain, sinon on n'a plus au cœur du système la décision humaine, on sera monsieur X quelque chose qui voyagerait comme ça tranquillement. Je me rappelle le métro numéro 1, il n'y a plus de conducteur, il n'y a plus rien et on y va. Donc c'est pour ça que quand on voit la chaire gestion de crise à l'UTT, en accord avec le NSP, la NZUP, pardon, d'ailleurs, en dessous-sol, vous avez, en sous-bassement, un engagement de proximité. Et c'est sur ce sujet que je voudrais conclure cette soirée. C'est vraiment sur cet engagement de proximité qu'on veut travailler, aussi bien avec nos mécènes, mais avec toute la population qui voudra bien travailler avec nous. Sachez-le, et on vous attend. Et je remercie encore une fois votre présence, et je vous invite à aller prendre un pot pour relier l'intimité humaine. Merci à tous. On va faire la proximité. Voilà, on va faire la proximité. Ça, c'est une autre proximité, oui. Ouais, ça marche. Tous les responsables font que copier le dossier Ciao.